Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode du Calisthenics Science Podcast. Aujourd'hui, ça va être un petit peu différent d'habitude. Il y aura toujours une question, même deux. Il y aura toujours un critique ma routine. Mais on va aussi parler d'une expérience qui a été menée euh, par des étudiants en Master STAPS de l'Université de Marseille euh, qui, euh, qui porte sur l'utilisation des straps de tirage lors des tractions. Donc, un programme assez diversifié pour le programme d'aujourd'hui. Et on va commencer directement par du coup cette recherche qui a été menée par des étudiants de l'université de Marseille qui sont en master STAPS ingénierie et ergonomie du mouvement humain. Alors pour vous mettre un petit peu ça dans le contexte, il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui a commenté sous une de nos vidéos de podcast sur YouTube, hein, le podcast numéro 2. Il nous a posé des questions et il m'a ensuite contacté sur Instagram. Il m'a montré la vidéo qu'ils avaient sortie sur l'étude qu'ils avaient menée. Et on mettra d'ailleurs le lien de cette vidéo en description. Et il m'a demandé qu'on traite sa recherche sur le podcast. Alors, les résultats ne sont pas encore parus, mais on a une vidéo de 10 minutes sur YouTube où est-ce qu'ils nous montrent leur protocole expérimental. Et j'ai parlé un petit peu avec lui. Donc, cet étudiant en Master STAPS s'appelle Alexander. Et il m'a expliqué un petit peu quelles étaient les hypothèses, etc. Donc, Alexandre, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette étude selon ce que tu as vu de la vidéo qui portait sur ça? Ouais, donc cette étude, les hypothèses, je pense que je les connais pas par cœur, mais l'étude porte en tout cas sur voir si les straps sont plus efficaces enfin voir l'avantage, enfin voir en quoi est-ce qu'un pratiquant de calisthenics plutôt avancé là dans l'étude bénéficierait de straps ou non par rapport à un grip normal. Et donc, pour voir ça, ils ont calculé le nombre maximum de répétitions qu'ils pouvaient faire avec et sans straps. Ils ont également calculé l'activité du grand dorsal et Des trapèzes des trapèzes et de l'avant-bras aussi, et des biceps, je crois. des biceps. Ok, donc pour voir l'activité EMG de ces muscles. Et ils ont calculé également l'explosivité, donc la vitesse à laquelle ils atteignaient la barre. Je sais pas comment ils ont calculé ça pour rapport peut-être en mesurant la hauteur de contact avec la barre et voilà, on fait un petit rapport de vitesse et on peut voir facilement la vitesse à laquelle on est plus explosif ou non. Donc, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait venir donc, en laboratoire les participants. Ils devaient avoir entre 10 et 20 participants, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était des pratiquants d'un bon niveau qui mettaient entre 15 et 40 tractions en une série. Donc, c'est quand même des pratiquants bien entraînés. Donc, au préalable, ils leur font faire une série de maximum de répétitions avec des straps ou sans les straps. Et une semaine après, ils leur font faire l'inverse. Donc, pour qu'ils aient vraiment, vraiment bien le temps de se reposer et que les valeurs soient fiables. Comme ça, ils ont des données sur la performance en endurance, en traction de ces individus-là. Ils mesuraient également la force de préhension, donc en anglais on dit grip strength, avant et après la série de traction, donc que ce soit avec ou sans strap. Et donc après avoir fait ces mesures-là, ils leur ont fait faire deux tests, donc quelques semaines plus tard ou une semaine plus tard, où est-ce qu'ils mesuraient l'explosivité sur une répétition en traction avec et sans strap. Et ils ont aussi mesuré l'activité musculaire avec et sans strap sur une série consistant à réaliser 50% de la maximum des répétitions. Donc si au préalable sur le test, ils avaient fait, disons, 30 tractions sans strap, et s'ils faisaient une série de 15 tractions, ils mesuraient l'activité musculaire, et s'ils avaient fait, disons, 35 tractions avec les straps, ils leur faisaient faire 17 ou 18 tractions avec strap. Et leurs hypothèses, bon, elles n'ont pas été clairement données, mais de ce que j'ai vu en discutant avec Alexander, cet étudiant en master de STAPS, donc, qui est donc en master ingénierie et ergonomie du mouvement humain à Marseille, il m'a dit qu'il cherchait à savoir quelle était l'utilité, quelle était la contribution, enfin quel était l'apport plutôt des straps de tirage sur la performance aux tractions. Donc chercher à savoir si c'était plutôt intéressant pour les débutants ou plutôt intéressant pour les avancés, ou même savoir si ça avait un impact sur la performance et en fonction des résultats. Donc si par exemple les individus avaient la même activation musculaire, mettaient le même nombre de répétitions avec et sans straps,
ils auraient pu conclure que l'utilisation de bandes de tirage n'était pas très pertinente. Ou au contraire, si les individus utilisant les straps effectuaient plus de répétitions, ils auraient pu dire que ça pouvait potentiellement être bénéfique. Et encore une fois, ça aurait été en plus intéressant de comparer la performance selon si les individus sont avancés ou s'ils sont débutants. On peut se dire, par exemple aussi, que les avancés, leur facteur limitant, c'est potentiellement plus leur poigne que leur dos ou leur fléchisseur du coude, alors que les avancés, ce serait davantage leur dos et leur poigne serait encore bien fraîche à la fin des séries. Ouais, les débutants, tu voulais dire. En Ah oui, premier pardon. lieu. Ouais. Donc je répète de façon claire, potentiellement que les avancés, leur facteur limitant, ce serait leur poigne, alors que les débutants, leur facteur limitant, ce serait leur dos ou leur biceps. Et pour le coup, les avancés, peut-être qu'ils bénéficieraient plus de l'utilisation des straps. Tout ça, c'est que des hypothèses. Et de toute façon, ils ont récolté des données sur l'activation musculaire, sur la force de préhension avant et après la série, et sur l'explosivité avec et sans strap. Donc, ils vont pouvoir tirer pas mal de conclusions avec toutes ces données-là. Et... Par contre, je pense que ça aurait été intéressant qu'ils aient quand même des hypothèses bien définies avant de mener l'étude. Mais bon, de toute façon, ils ont récolté beaucoup de données, leur protocole expérimental était assez propre. Donc, je suis impatient de voir ce que ça va donner. Les résultats ne sont pas encore parus. On fera certainement une autre partie dans Conclusion. notre une partie conclusion dans notre prochain épisode de podcast. Ou en bref, quand les résultats apparaîtront pour voir si les résultats sont prometteurs. Ouais. Ouais, je voulais rebondir un peu là-dessus. Donc, c'est vraiment excellent d'avoir une étude vraiment ciblée sur le calisthenics. Je pense que c'est en francophone, ça doit être une des premières, même peut-être dans le monde. Il n'y a pas beaucoup d'études déjà sur des mouvements plus poids du corps. C'est toujours un peu plus difficile à quantifier. C'est souvent sur du bench press, du squat, des leg extensions, des petits exercices comme ça. Donc là, c'est vraiment excellent. Ça va être un peu plus parlant pour nous. Donc maintenant, les résultats, moi, je vais mettre quelques hypothèses. Donc, je pense aussi que ça sera un peu biaisé parce que peut-être la plupart des participants, enfin la plupart de nous pratiquants de calisthenics, on n'utilise jamais des straps pour faire les tractions. C'est très rare. Je connais peut-être un ou deux pratiquants de muscu qui ont peut-être un peu un grip en facteur limitant et ils font des tractions avec straps, des tractions lestées. Donc je pense pas que ces athlètes utilisaient des straps au préalable. Donc ça aurait été peut-être bien de faire plus de séances d'accoutumance, peut-être les incorporer dans leurs séances d'entraînement à eux. Et puis peut-être faire aussi, bah, si en fonction des résultats, peut-être faire une étude sur plusieurs semaines, voir si peut-être pendant 4 semaines d'utilisation de straps dans un programme de force, tu fais des meilleures performances par après que sans straps. Et puis aussi, il faudra se dire que dans la plupart des compétitions, bah, les straps sont pas autorisés. Donc bah, voilà, c'est quand même génial de pouvoir voir ça. Après, ce serait pas mal enfin, si on peut faire beaucoup plus d'études dans ce domaine, ce serait le feu. Donc je sais pas ce que tu en penses, Morgan. Ouais, je suis d'accord. Bon, c'est déjà très cool qu'on ait études sur le sujet. Donc même si globalement c'est plutôt bien conduit, il y aura, je pense, toujours des limitations au résultat de cette étude-là et de ce qu'on pourra en tirer. Mais ouais, c'est déjà bien d'avoir une étude sur un mouvement de poids de corps. D'ailleurs, c'est marrant parce que il me semble que le titre de leur étude, c'est The Effect of Pulling Straps on, Pull-up Performance non, Among Calisthenics Trained Men. Ça veut dire en fait l'impact des bandes de tirage sur la performance aux tractions chez des individus entraînés en calisthénie. Et c'est assez marrant parce que souvent, dans les études, ça finit, donc pour définir la population, ça finit en resistance trained men. Donc, Ouais. les Je crois que ce individus serait... entraînés en entraînement de résistance, donc type musculation ou entraînement de force. Et là, ils ont fait une petite référence, ils ont marqué Calisthenics Trained Men. Donc, Ah, c'est cool, parce que je c'est pense que assez si on met ludique. calisthenics sur PubMed, tu vois rien du tout. Ouais, carrément, ouais. Donc Donc, c'est assez c'est top. prometteur. Il y aura un épisode, Ouais. enfin, une partie de l'épisode sur ça lorsqu'on aura les résultats. C'est assez cool. Et encore une fois, dédicace Je pense qu'on aux. aura vraiment hâte de parler de ces résultats, hein. Donc Ah, ça ça va va. être sympa. Et puis dédicace aux étudiants du master ingénierie et ergonomie du mouvement humain à Marseille. Alors, pour sortir le mot exact, Ouais. c'est à l'Institut des sciences du mouvement CNRS et Aix-en-Provence Université Faculté des sciences du sport à 163 avenue de l'Humanie Marseille. Ouais. Donc on mettra le lien de la vidéo
en description pour que vous puissiez aller voir ça. C'est paru tout fraîchement le 22 décembre 2019, donc il y a un peu plus d'une semaine. Et c'est sur la chaîne Dr Tsako, qui lui est un étudiant de L2, donc de licence 2, pareil à Aix et à Marseille. Yes. On va ensuite passer à la routine. On a une routine cette semaine, encore une fois, on garde le concept critiquement routine. On a ici un individu qui s'entraîne pour l'hypertrophie et la force générale en vue des figures par la suite. Donc c'est plutôt orienté prise de muscle comme programme. C'est chez un individu plutôt débutant, donc entre débutant et intermédiaire, je dirais, qui a, je crois, 18 ans. Et c'est un format sous 5 jours par semaine. C'est une sorte de push-pull-leg avec uniquement une séance bas du corps par semaine. Donc on rappelle le push-pull-leg, qu'est-ce que c'est? C'est faire des séances selon les patterns de mouvement, donc les catégories de mouvement, donc les mouvements de poussée réunis sur la séance push, les mouvements de tirage réunis sur la séance pull, et tous les mouvements de bas du corps réunis sur la séance pull. Donc il a donc 2 séances poussées, 2 séances tirage, une séance bas du corps. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur cette séance, mais on va d'abord la survoler. Donc il nous a marqué son échauffement, qu'on va passer rapidement, parce que en fait, son jour d'échauffement, donc là sur son jour du lundi, c'est quasiment exactement la routine d'échauffement que j'ai sur une de mes vidéos, comment s'échauffer pour la handstand. Donc bien évidemment que je suis pour son échauffement et que ça c'est bien réalisé. Allez regarder ma vidéo. Allez regarder ma vidéo, le lien sera en description. Et ensuite il a, pour son jour push, donc, qui est un jour pectoraux triceps, il a marqué des pompes mixtes, je ne sais pas ce que ça veut dire, des dips lestés, du développé couché haltère, du développé couché écarté, enfin des écartés couchés, pardon, des écartés à la poulie. Puis pour les triceps, il y a des dips au banc, de la barre au front, du tirage poulie haute avec corde, du tirage poulie haute avec barre, il a marqué. Et il a ensuite du développé militaire. Il réalise 4 séries de 8 répétitions par exercice. Ouais, Je voulais juste revenir sur l'échauffement. Tu sais ce que c'est du handstand aux élastiques? ouais, donc c'est un exercice qu'il y a dans ma vidéo. C'est quand on prend une bande élastique, on la met sous nos pieds et on va mettre les bras en flexion totale, donc au-dessus de la tête, bras tendus, et on réalise une élévation. Donc, ouais, c'est un mouvement qui mimique un petit peu le handstand, donc qui apporte la résistance Ah, ok, ok, sous ouais, forme de ouais, corps c'est assez vrai. semblable au handstand. Donc, on est bras au-dessus de la tête, Ok, ok, euh, je corps vois, je vois. tout à fait debout, tendu. Ça va, je vois. Je me demandais un petit peu ce que c'était. Ça va, parfait. Donc, pour sa séance push, on a donc 1, 2, 3, 4, 5 exercices pour les pectoraux. Et pour les triceps, on a 1, 2, 3, 4 exercices pour les triceps et un exercice de développé militaire. Il a marqué qu'il faisait 4 séries de 8 répétitions par exercice, avec 1 minute 30 entre les séries. On va passer sur les autres séances et ensuite on va vous donner notre avis, à savoir que du coup, la deuxième séance push, elle est identique et que les 2 séances pull seront également identiques. Donc ça va aller assez rapidement. On va voir sa séance pull. Là, au début de sa séance pull, on a pas mal de suspensions passives à la barre fixe. Donc je suppose que c'est pour travailler sa poigne, mais je trouve que c'est pas très pertinent de travailler sa poigne en début de séance parce que ça risque de fatiguer par la suite, surtout quand c'est une séance pull qui vient ensuite, puisqu'il a ici une dizaine de séries de suspensions passives à la barre fixe. Donc il en a du lesté, il en a du à un bras, et ça va vraiment le fatiguer pour la suite. Alors pour le dur de sa séance pull, il a des tractions lestées, du rowing à la barre, du tirage vertical, donc c'est du tirage poulie haute, du tirage horizontal, je suppose que c'est du tirage, encore une fois, à la poulie, Voilà, la machine. Voilà. du soulevé de terre. Ouais, de toute façon, peu importe, c'est à peu près le même pattern de mouvement. Ouais. Et ensuite, pour les biceps, il nous a marqué les tractions, supinations lestées, du curl à la barre, du curl haltère, du curl pupitre et du curl marteau. Encore une fois, 4 séries de 8, 1 minute 30. Et on va finir sur sa séance jambes-épaules avant de donner notre avis. Il commence sa séance jambes avec beaucoup d'étirements passifs quand même. Pas mal d'étirements passifs. Il y a du 45 secondes, il y a du 45 secondes. Il y a quand même un peu de balistique Il y a avant, quelques mais étirements dynamiques. Ouais, bah c'est encore une fois ma routine quasiment d'échauffement, enfin pardon, d'étirement pour les ischios jambiers, qui est une autre vidéo de ma chaîne, qui est, je crois que la vidéo s'appelle
comment gagner rapidement en souplesse ischio-jambier. Ouais. Et donc pour les jambes, le dur de sa séance, c'est des squat jump, de la presse à cuisse, des fentes, du squat, du hip thrust, donc qui est aussi appelé glute bridge souvent, mais là je suppose qu'il utilise une barre. Puis il fait les mollets, et ensuite il travaille les épaules, donc avec ses jambes, parce que c'était pas inclus dans les séances push-pull, avec des élévations latérales sur banc, des élévations latérales, des élévations frontales, du développé Arnold et du développé Mozango. Je pense que ça fait référence à Nathan Mozango, Ouais. le youtubeur muscu français. Mais bon, peu importe, C'est un ça Belge. reste un développé C'est d'épaule. un Belge. Ah, c'est un Belge? Ouais, Ah, ok. ouais. J'ai entendu des Alors, histoires sur lui, il s'entraînait dans les salles près de chez moi. ah, il est de Apparemment, chez vous. il Ah, s'est ok, fait virer 2-3 salles. ça alors. Ok, d'accord, et du coup, je suppose, c'est pas marqué qu'il réalise encore une fois 4 séries de 8 à 4 séries de 8 par exercice avec une minute 30 de repos. Alors, au global, bon, Ouais, ouais. excellent. Donc, bah, tout d'abord, bon, on va dire l'échauffement du lundi, enfin, d'avant les séances push, c'est plus ou moins pertinent parce que tu vas bosser tes handstands, donc ça, c'est cool. Passons à la séance push, même pull en général. Tu as beaucoup trop d'exercices directement. Donc, ce qui va faire que déjà, il y a un ordre qui n'est pas très. Au niveau de l'ordre, tu pourras optimiser déjà ça un petit peu mieux. Donc, il y a déjà on va revenir sur le fait qu'il y a beaucoup trop d'exercices. Donc, tu vas pas être performant sur tes exercices en fin de séance. Donc, tu vas peut-être être performant que sur tes 2, 3 premiers exercices par groupe musculaire. Ensuite, sur tes exercices de fin de séance, tu risques de pas être productif. Donc, tu vas sacrifier clairement une certaine charge, donc une certaine charge mécanique. Et donc, je sais pas si tu fais tous tes exercices sur la séance, mais à mon avis, en fin de séance, sur ton développé militaire, tu vas pas mettre beaucoup de poids. Car tu vas pouvoir seulement charger sur tes pompes mixtes, sur tes tractions, sur tes dips lestés peut-être, et puis sur du développé halter. On dirait en fait un peu les séances des bro bodybuilders qui s'entraînent en bro split du coup, qui cherchent à faire un maximum de travail sur un seul muscle, et même pas un groupe musculaire. Donc si il ferait que du truc à la poulie par exemple, hein, donc là il ferait de l'écarté, puis il ferait des prises plus serrées, il varie tous les angles, etc. Une fois par semaine. Et nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là en calisthénie. On cherche à avoir plus de fréquence, plus de qualité. Donc, on essaye de travailler avec 2 à 4 exercices max par séance. Donc, tu devrais essayer de faire 10 séries par groupe musculaire. Donc, 10 séries pour les pectoraux, 10 séries pour les triceps. Donc, souvent, ils vont de pair. Pour les épaules aussi, pour le dos également. Donc, là, tu excèdes clairement ce chiffre. Bon, certaines personnes ont des capacités de récupération plus élevées, mais là, c'est un peu abusé, je pense. Donc, voilà, il faudrait quand même calmer un petit peu le truc. Si tu nous écoutes un peu, choisis vraiment, privilégie, par exemple, dans une séance push, une poussée verticale, une poussée horizontale. Ici, si tu fais un push-pull legs, et vu qu'on nécessite pas mal, un peu plus de volume par séance, tu peux à la limite en faire 4 en tout, donc 2 verticaux, 2 horizontaux, et place tes exercices plus taxants en début de séance. Donc, par exemple, commence par du militaire, commence par des pompes, par des dips, et seulement finit par de l'isolation sur les triceps ou sur l'intérieur des pecs, fait des écartés ou autre. Au niveau de la séance pull, je pense que ton échauffement est beaucoup trop taxant. Donc déjà, tu vas fatiguer le grip, comme Morgan l'a dit, mais de manière beaucoup trop intense. Donc si tu veux travailler ton grip en séance pull, tu as plus intérêt à le faire à la fin. Peut-être un petit peu avant, mais vite fait pour t'échauffer, gagner un peu d'amplitude, mais pas plus. Et en plus de travailler les grips, de fatiguer ton grip, tu vas surétirer ton grand dorsal. Donc tu vas perdre beaucoup d'explosivité, de force. Donc, on sait que si on étire passivement des muscles de manière un peu exagérée avant une séance, ben, tout ce qui est explosivité, force diminue. Donc, place peut-être ça après ta séance et encore, tu risques, même avec ça, ça fait quand même pas mal. Donc, faut encore réussir à tenir sur la barre, quoi. Donc, je sais pas combien de temps tu fais, 45 secondes par séance, ça va encore, ouais. Non, 4 mais fois 40. il y a plusieurs séries de Ouais. 45 secondes sur plusieurs variantes de suspension à la barre Ouais, c'est un flexion. peu. Choisis-en une. Ouais, voilà. Je sais bien qu'en musculation, enfin ici, on propose pas mal d'exercices. On a envie de tout faire. Il faut se concentrer sur presque le minimum qu'il faut pour progresser.
et on atteint très vite un maximum en fait. Donc, il faut vraiment rester dans des zones plus basses plutôt que chercher vraiment à faire de la quantité. Donc, vraiment privilégier la qualité. Donc, même chose pour la séance jambes. Là, tu t'étires un peu en passif avant. Donc, le balistique avant, c'est pas mal. Te mettre un peu en mode squat, faire un peu de. Allez, peut-être du passif 30 secondes, ça va rien faire de mal. En plus, si tu fais un peu de dynamique après, ça va balayer un petit peu cet effet. Donc, limite, fais peut-être le passif, fais un peu de dynamique, fais un tout petit peu de passif si tu sens que tu es vraiment très raide et que ça t'empêche de faire le mouvement. Donc, si tu dois faire. Et donc, après, tu peux remettre du dynamique. Et puis, au niveau du soulevé de terre, tu en mets aussi dans la séance dos. Tu pourrais le mettre dans la séance jambes pour faire un peu plus de chaîne postérieure. Puis dans ta séance jambes, par exemple, tu fais de la leg press, puis des fentes et puis du squat. Il faudra faire plutôt l'inverse, donc faire d'abord du squat, ensuite des fentes et de la leg press. Donc on a besoin d'être plus frais pour faire du squat. La leg press, c'est plus un mouvement facile, t'as pas très peu, ça demande très peu de technique et de connexion neuromusculaire. Il faut juste avoir un minimum de force et en général, ça fonctionne bien. En plus, tu fais un petit rappel épaule, ouais, ça c'est pas trop mal. Souvent, on peut faire des rappels bras-épaules dans les séances. Donc bah, voilà, j'ai un peu fait le tour. De nouveau, la séance dos, il y a beaucoup trop d'exercices aussi. Choisis une variante de curl, c'est déjà plus que suffisant. Un tirage vertical, les tractions, c'est déjà suffisant. Un rowing, on peut-être rajouter un tirage à la machine si tu sens que tu as plus de lacunes à ce niveau-là. Au niveau du temps de récupération, tu pourrais en prendre un petit peu plus. Donc 1 minute 30, peut-être garde ça pour les exercices de fin de séance. Prends peut-être 2, voire 3, 4 minutes pour les premiers exercices. De nouveau, 4 séries de 8, tu pourrais peut-être aussi moduler un petit peu. Donc faire 4 séries de 8 pour les curls, les triceps extension, c'est pas optimal. Donc privilégier 4 séries de 8 si tu es en hypertrophie pour tes premiers exercices. Et ensuite, augmente le nombre, peut-être faire 3 séries de 15 sur tes biceps curls ou 2 séries de 20. Euh, donc voilà, c'est des exercices un peu plus faciles. Il faut travailler avec des fourchettes de répétition plus élevées. Et voilà, reste pas sur 4 x 8 tout le temps, c'est pas non plus un chiffre magique. Je sais pas si tu fais vraiment ça non plus. Peut-être mettre des indicateurs de charge aussi. Parce que si c'est un peu flou, je sais pas si tu programmes comme ça toi-même. Donc si tu programmes comme ça toi-même, essaye de mettre au moins le nombre de répétitions que tu fais sur chaque exercice, le nombre avec la charge que tu mets aussi. Donc par exemple, dans ton programme, tu pourras dire là, aujourd'hui, dans ce cycle-là, je vais faire traction lestée, traction lestée à 15 kg, 4 séries de 8, avec 3 minutes de repos. Ensuite, je vais faire rowing à la barre avec 40 kg. Et là, je vais peut-être faire 4 séries de 9, et voilà, tu vois, par exemple. Et puis 3 séries de 15 en curl. Et avec ça, tu serais déjà un peu plus équilibré pour la séance. Je vois pas trop de travail de rotation, de réhab, de prévention de blessures non plus. Donc ça, tu pourrais peut-être rajouter un peu de rotation externe ou autre. Donc voilà. Je sais pas ce que tu as rajouté, Morgan. Ouais, plutôt d'accord, hein, qu'il y a beaucoup d'exercices. Il y a quasiment, ouais, il y a 8 ou 10 exercices par séance. 4 séries par exercice, ça fait des, des séances, si vraiment tu fais ça comme c'est écrit, 32 à 40 séries par entraînement. C'est pas productif du tout. Grand maximum, je recommande d'aller jusqu'à 8 à 10 séries par groupe musculaire, par séance. Ça veut dire 2 à 3 exercices par groupe musculaire maximum, parce qu'après, vous allez vraiment perdre en qualité. Donc, vous allez réaliser trop peu de répétitions à trop peu lourd pour que ce soit correctement stimulant. Et plus vous allez loin dans votre séance, plus vous avez de volume sur un groupe musculaire, plus vous allez créer de dommages musculaires, plus vous allez créer de fatigue. Et ces dommages musculaires, il va falloir entre guillemets les rembourser avec de la synthèse protéique avant de commencer à faire plus de gains musculaires. Donc en fait, c'est une dette de récupération qu'il faut d'abord rembourser avant de commencer à s'adapter par-dessus, donc à faire des gains par-dessus. Donc au-dessus d'une dizaine de séries par groupe musculaire, c'est très peu productif. Vous augmentez vraiment votre risque de blessure. Vous avez une séance qui dure plus longtemps, qui est plus dure mentalement à surpasser, et vous n'avez pas plus de gains. Bon, je suis un petit peu biaisé dans ce sens-là, parce que moi je suis vraiment feignant à l'entraînement, je fais 2 à 4 exercices par entraînement. Mais oui, scientifiquement, vous n'avez pas d'avantage à aller au-dessus de 10, peut-être 12 dans les cas les plus extrêmes, séries par groupe musculaire par séance. Ah, je Ce crois que qui correspond à 2-3 tu peux exercices aller par, quand même jusque par séance, ça, je veux dire. Non, j'ai voulu donc, dire par semaine. ah oui, Par non, séance. pas par séance. Donc, pas plus de 2 à 3 exercices par groupe musculaire
par séance. Donc, une séance push, comme l'a dit Alexandre, ça peut être un développé au-dessus de la tête, type du Z-press ou des handstand push-up. Ça peut être aussi un exercice de poussée horizontale, comme des pompes lestées, comme du développé couché, comme des pseudo-planches push-up. Puis peut-être un troisième exercice, ça peut être du dips ou une autre variante, donc un deuxième développé militaire ou pardon, une deuxième poussée verticale ou une deuxième poussée horizontale et encore. Et ensuite, peut-être rajouter un exercice d'isolation pour les triceps ou les épaules, mais max quoi. Une séance pull, ça peut être, et ça devrait être principalement un exercice de tirage vertical, un exercice de tirage horizontal, et ensuite, de façon facultative, vous faire ajouter du travail des biceps, donc un exercice pour les biceps, et un exercice peut-être pour le haut du dos et la coiffe des rotateurs, type du face pull. Et là, vous avez une séance équilibrée qui va être productive parce que vous allez pouvoir donner un bon effort sur chaque série sans créer beaucoup trop de fatigue à faire du volume inutile, donc qui est certainement là le cas de ce qui se passe sur tes séances avec tes 8 à 10 exercices par séance. Quand tu fais 5 exercices pour les triceps, le premier est potentiellement productif, et encore, parce que tu as fait 5 exercices de poussée au préalable, le second l'est beaucoup moins, et les 3 suivants, c'est rien du tout, quoi, parce que tu vas faire tellement peu de répétitions à des charges tellement faibles que ça stimule pas grand-chose, et pourtant ça fatigue quand même, et ça retarde vraiment ta récupération, donc tu dois choper des courbatures pendant 5 jours. Ouais, vraiment des junk volume. Ensuite, sur la séance jambes, ça manque de travail de chaîne postérieure. Il y a fente, il y a presse, il y a squat, il y a le soulevé de terre bon, qui est sur la séance pull, il y a hip thrust. Donc, par les hip thrust qui est un petit peu plus orienté chaîne postérieure, il n'y a que du travail pour les quadriceps quasiment. Bon, il y a aussi du travail pour le grand fessier dans la majorité des exercices bas du corps, parce qu'ils font l'extension des hanches et que c'est quelque chose qu'on retrouve dans quasiment tous les mouvements. Mais j'aurais aimé, par exemple, voir un exercice comme du soulevé de terre jambes tendues. Enfin, quand on dit jambes tendues, c'est jambes quasi tendues. Ou du GHR, donc glute ham raise, aussi appelé Nordic curl, ou du leg curl, bref, donc un exercice de flexion de genou pour cibler correctement les ischio-jambiers, puisqu'on optimise le développement des ischio-jambiers en réalisant à la fois un exercice d'extension des hanches et un exercice de flexion de genou. D'ailleurs, un exercice d'extension des hanches, pour cibler les ischios, il faut que, idéalement, le genou soit fixe, parce que vu que les ischio-jambiers sont à la fois extenseurs de hanches et fléchisseurs de genoux, un squat, par exemple, ne cible pas très bien les ischios, parce que certes, vous allez réaliser une extension des hanches, donc vous allez peut-être les recruter dans la fonction d'extenseur des hanches, mais en squat, en même temps que vous réalisez une extension des hanches, vous réalisez aussi une extension de genou, qui est une fonction inverse à la fonction des ischios, donc, qui est aussi la flexion de genou. C'est pour ça que le soulevé de terre, jambes tendues, ou les good morning, par exemple, sont des bons exercices d'ischio comparés à du soulevé de terre traditionnel, ou pire encore du squat. Donc j'aurais aimé voir un petit peu plus de travail de chaîne postérieure. Donc là, potentiellement supprimer la presse ou le squat ou les fentes, peu importe, pour ajouter un exercice donc, ciblé sur les ischio-jambiers. Ensuite, pour les étirements passifs en début de séance, ça risque de décroître un petit peu la production de force. Donc que ce soit les suspensions à la barre fixe ou des étirements passifs pour les ischios avant la séance jambes. Et même d'ailleurs, même si c'est des étirements même si tu inverses, donc que tu fais tes suspensions passives avant la séance jambes et que tu mets les étirements d'ischio avant une séance du corps, donc push ou pull, tu risques quand même de voir un décrément de force parce que ça a un effet un petit peu central, les étirements passifs, parce que ça te fait te relaxer, ça te met dans un état plutôt du système nerveux parasympathique et c'est pas ce qu'on cherche pour une production de force optimale. Donc les étirements passifs, c'est plutôt en fin de séance. Et si tu dois faire absolument des étirements passifs parce que tu as l'habitude, parce que tu aimes bien et que tu as vraiment l'impression que tu en as besoin pour te sentir bien, c'est intéressant de réduire leur durée à un maximum de 30 secondes et aussi réduire leur intensité pour éviter un petit peu ces effets négatifs. Donc pour résumer, trop de volume parce que trop d'exercices. Aussi, comme l'a dit Alexandre, 1 minute 30 de repos, c'est assez faible, hein, tu peux progresser avec ça, mais tu bénéficierais d'avoir un petit peu plus de repos pour mieux performer à chaque série. Mais sinon, en push-pull leg, c'est assez équilibré comme format au global, surtout pour un débutant qui n'a pas besoin de beaucoup de fréquences pour progresser. Clin d'œil, ma dernière vidéo sur la fréquence d'entraînement. Mais sinon, ouais, correct, si ce n'est qu'il y a beaucoup de volume et qu'il y a des étirements passifs
en début de séance. On en voit beaucoup, hein, des pratiquants comme ça qui font des tonnes de volume et tout. Puis vu que tu es débutant, ça fonctionne sûrement, ça a sûrement fonctionné jusqu'à maintenant. Mais peut-être que maintenant, tu arrives à un stade où tu es plus fort, donc tu vas générer plus de fatigue et ça ne va plus fonctionner. Il faut vraiment que tu te poses aussi les bonnes questions. Est-ce que tu arrives à progresser de séance en séance et même de semaine en semaine? Tu te dis, voilà, si tu as fait une séance push comme tu as fait, je pense que ta deuxième séance de la semaine va être vachement rude. Et puis tu devrais sentir aussi ta fatigue générale, voir si tu es encore bien réactif en dehors des sports, si tu es encore assez explosif, si tu réfléchis bien, parce que avec des volumes comme ça, en général, tu tombes très vite en- physiologiquement en dessous de tes capacités et tu sens que tu récupéreras pas. Au fur et à mesure des semaines, ça sera encore pire. Donc, donc vraiment, essaye de minimiser un petit peu ça. Et voilà, on sait que bien que le volume c'est un facteur important, mais là c'est un peu trop, comme on a dit. Ce qui est marrant, c'est que dans sa routine, il y a énormément de volume, il y a des temps de repos courts, il y a une fréquence de 2 fois par semaine, et que moi en ce moment, je m'entraîne tout l'inverse. Il fait 8 à 10 exercices par séance, j'en fais 2 à 4. Il prend 1 minute 30 de repos, je prends 4 à 8 minutes de repos entre les séries. Bien. Donc c'est assez marrant parce que bah, il a inclus des exercices et des recommandations que j'ai données dans des vidéos YouTube, comme là, ses routines d'échauffement pour le handstand. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a fait parce que c'est la vidéo que j'ai sortie et c'est encore quelque chose que je fais maintenant, mais il y a trop de volume. Et ouais, ça se voit qu'il a voulu tout inclure parce qu'il pensait que tout était bien et que il s'est dit ah mais ça c'est un avantage parce que je l'ai pas encore mis autre part et que je bénéficierais de rajouter ça. Mais ça se voit qu'il y a un petit peu l'incompréhension sur quel est le volume optimal. Et globalement, pour la majorité des individus, on est bien en hypertrophie lorsqu'on a 10 à 20 séries par groupe musculaire. Les individus les plus avancés seront peut-être plutôt vers les 20 et même potentiellement un peu au-dessus. On peut aller à 30 par semaine. Et les débutants, ils progressent très bien avec 6 à 12 séries par semaine par groupe musculaire. Donc, en fait, les débutants, c'est les plus impatients, ils veulent progresser très vite et ils pensent que plus, c'est toujours plus. Alors que non, là, c'est certain que celui qui nous a envoyé sa routine, donc Nilsson, progresserait bien mieux en ayant 2 fois moins de volume. Il serait moins chier, il aurait des séances plus courtes, il aurait des séances plus plaisantes parce qu'il pourrait plus se donner sur chaque exercice et il aurait des meilleurs résultats parce qu'il récupérerait mieux, donc il pourrait mieux progresser à l'entraînement de séance en séance et même donner un meilleur effort sur chaque série, donc la rendre plus productive. Ouais, clairement, là, je sais pas combien de temps tu passes à la salle, mais en théorie, avec un push-pull legs, tu dois pas rester. Peut-être si tu es en force et que tu prends beaucoup de récupération, ça peut arriver de rester 2 heures, mais si tu es plus en volume, là, en théorie, en 1h15, 1h30 grand max, ta séance devrait être faite, quoi. Ouais. Donc là, à mon avis, tu dois rester 3 heures avec les échauffements, plus les handstands et toutes les séries. Donc là, c'est peut-être un peu too much. Bon, regarde, si t'aimes bien le push-pull legs, là, je suis en train d'en faire un. Tu m'as suivi sur Insta, tu m'avais envoyé un message. Donc, n'hésite pas à regarder un petit peu et tu vois que je suis un peu plus modéré dans le volume. Même si parfois je suis un peu moins modéré que Morgan pour l'instant, mais c'est normal, tu passes de volume et je suis pas j'ai un peu moins de fréquence, donc je peux envoyer plus de volume sur ma séance. Mais c'est déjà un peu ce que je fais, c'est déjà un peu un excès, on va dire. Enfin, c'est déjà un excès, j'accumule du volume, donc c'est normal aussi. Mais c'est déjà un peu la fourchette haute de ce qu'on peut tolérer. Puis c'est marrant parce que là, donc Nilsson, il a 2 à 3 fois plus de volume que nous, alors qu'il est moins avancé et que normalement, plus on a avancé, plus on a besoin de volume. Et là, c'est l'inverse. Genre, nous, on a bien moins de volume que lui, alors qu'on est un peu plus avancé que lui quand même. Donc c'est assez logique et c'est dire à quel point il bénéficierait de s'entraîner avec moins de volume. Donc là, sur ces 8 à 10 exercices par séance, encore une fois, faut en regarder que 3 à 5 max, quoi. Ça, bon, on en voit trop, hein, des comme ça, hein. Ils sont là à faire des séances de 3 heures, et puis tu vois, les charges qu'ils mettent, c'est des charges un peu légères, et ils n'arrivent pas à progresser à cause de ça. Ah, mais je vois même pas en quoi c'est fun en plus, parce que quand tu arrives sur ton troisième exercice triceps, après avoir fait en plus 5 exercices de poussée avant, Bon, après, tu dois être sur comme tes fait, hein. extensions triceps, tu mets 7,5 kg. En quoi c'est fun? À mon avis, il doit quand même se sentir bien, bien gonflé à la fin de la Bien séance, quoi. congestionné. Ouais, t'es congestionné comme il faut avec ça. Bon, allez, on va passer à la suite. Donc, on Ouais. va poser les questions de Alexander, qui nous avait envoyé aussi 2 questions sur le podcast d'avant. Il Non, nous le demande, podcast 2 même.
Ouais, sur le podcast 2, ouais, juste. Ah, parce que du coup, ils s'étaient refait tous les podcasts du 1 au 10, du coup. Yes. Ouais, c'est vrai on a mis du temps aussi à répondre à Alexander parce qu'on n'avait pas vu qu'il nous avait posé la question. On a fait En fait, 2 semaines. je crois qu'il a posé la question quelques heures après qu'on ait tourné le dernier podcast. Donc, Ah, ok, ça va, c'est pour ça qu'on n'avait pas vu direct. il a posé la Ouais. question au pire timing possible. Mais bon, on lui répond maintenant. Donc, la question, donc c'est est-ce que la One Arm Chin-Up a plus de transferts? Attends, je vais la prendre sous les yeux, ce sera plus simple. Hop, donc, est-ce qu'il y a plus de transferts du front vers la One Arm Chin-Up ou l'inverse? Donc, lequel travailler en premier? Donc, il envisage de travailler la traction une main et ensuite, qu'il l'aura bien maîtrisé, passer au front lever. Donc, vas-y, je te laisse y répondre. Bah alors, il y a des points communs et des différences entre la one arm chin-up et le front lever. Donc, on rappelle, la one arm chin-up, c'est la traction à un bras avec la main en supination, donc la paume de main vers notre corps. Mais bon, ça reste globalement un mouvement assez proche de la one arm pull-up, donc de la traction à une main en pronation. Euh, les points communs, c'est que c'est deux exercices de tirage, euh, les deux ayant une difficulté assez similaire, ça dépend des individus, hein, bien sûr. Euh, et devenir fort sur l'un, on peut penser que ça aura un bon transfert vers l'autre parce que ça sollicite, dans une certaine mesure, les mêmes groupes musculaires. Donc, par exemple, les muscles adducteurs et abaisseurs des scapulas, c'est-à-dire globalement les trapèzes, les rhomboïdes, et aussi et surtout le grand dorsal, donc, qui est un muscle extenseur d'épaule, qui va être très très actif sur le front lever et qui va aussi l'être beaucoup sur la one arm chin-up. Donc forcément que quelqu'un qui aura le front lever ou la one arm chin-up aura un peu plus de facilité pour travailler du coup l'autre élément que s'il avait ni l'un ni l'autre au départ. Cependant, est-ce que ça veut dire que avoir la one arm chin-up va nous permettre d'avoir le front assez rapidement? Dans une certaine mesure, oui, mais est-ce que vous auriez eu avant votre front lever, si vous aviez directement travaillé le front lever plutôt que de passer par la one arm chin-up pour espérer avoir un transfert? Certainement pas. La spécificité, donc le travail direct, sera ce qui va vous amener le plus rapidement des résultats. Ah oui, comme point différent aussi, et surtout, c'est que le front lever, c'est un mouvement bras tendu, alors que la one arm chin-up, c'est un mouvement bras fléchi, donc ce qui est une fermeture de coude. Donc ça sollicite extrêmement le biceps brachial et globalement les muscles fléchisseurs du coude. Donc c'est assez différent de ce point de vue-là. Il envisage de travailler d'abord à 100% sa one arm chin-up, puis une fois qu'il l'aura, il imagine qu'il sera pas très loin d'avoir le front lever. Euh, Moi, ce que je lui recommande, c'est de travailler en premier l'élément qui l'intéresse le plus. Et je pense pas qu'il y ait un prérequis de l'un ou l'autre, euh, enfin d'avoir l'un ou l'autre pour travailler sur l'autre élément du coup. Je recommande de travailler sur la one arm chin-up s'il veut d'abord la one arm chin-up. Et oui, c'est vrai que ça l'aidera un petit peu pour avoir le front lever. Mais est-ce que avoir la one arm chin-up va beaucoup l'aider pour avoir son front comparé à si il avait simplement travaillé des tractions lestées et du rowing? Je pense que pas tellement. Et oui, ça lui forgera pardon, une bonne base. On ne peut pas dire qu'il y a un excellent transfert de l'un vers l'autre, mais bon, ça reste des exercices de tirage. Et quelqu'un qui a la force générale de réaliser une one arm chin-up, c'est globalement une bonne force de tirage. Et il sera assez bien paré pour entamer ses progrès vers le front lever. Mais il ne faut pas être surpris non plus si ça lui prend 6, 9 mois, 1 an avant d'avoir son front lever, malgré qu'il ait eu la one arm chin. Moi, je vais parler un petit peu d'expérience empirique. Donc, je connais quand même pas mal d'athlètes qui s'entraînent sur ces deux mouvements. Donc, je connais une personne, par exemple, qui s'entraînait un peu comme tout le monde. Il avait une bonne base. À un moment, il s'est hyper spécifié sur la one arm chin. Il a bossé 3 fois semaine, voire 4 fois semaine, avec une routine un peu intense. Je la trouve un peu bizarre, mais il a réussi à progresser dessus. Et sans bosser le front lever, boum, front lever plus clean qu'avant. Il savait même pas le tenir avant. Et là, il touchait même pas un front lever. Il faisait aucun tirage. Et, puis j'ai vu aussi d'autres personnes qui ont eu des très bons transferts de one arm à front lever. Ils disaient, ah, j'ai pas bossé mon front lever pendant 8 semaines, boum.
Est-ce qu'ils sont devenus plus forts en bras tendus? Je pense pas. C'est juste que leur front lever peut-être était un peu bras pliés. Puis ils ont vraiment développé leur pulling strength qu'ils n'avaient peut-être pas développé avant, tout simplement, leur tirage vertical. Donc c'est vraiment via plus ce biais-là qu'ils ont réussi à progresser. Après, ils incluent, souvent je pense ils faisaient pas que de la one-arm chin, ils faisaient parfois de la one-arm pull, donc plutôt en pronation, là, en tenant comme ça. Donc tu as peut-être plus de transferts à ce niveau-là. Je pense que tu as aussi également plus de transferts de la one-arm vers le front lever, bien que je discutais avec Yann Mohamed l'autre jour, là, il me parlait qu'il avait pu bosser sa one-arm pendant je ne sais pas combien de temps. Il a juste bossé peut-être le pattern de mouvement grâce à du tirage vertical dans ses cycles de masse. Puis il s'est spécifié à fond sur le front. Et il bossait que des front, pull-up, des front et tout. Et puis il a réussi à faire des tractions à une main lestée qu'il ne savait pas faire avant. Donc il s'est amélioré. Il a eu aussi un transfert du front vers la one-arm. Je pense que vraiment garder une approche globale, c'est plus intéressant. Et voilà, de mon expérience, j'avais mis un peu un moment le front lever de côté en mettant à fond la one arm et j'ai pas eu de transfert. J'ai même perdu en front. J'ai essayé de le mettre en maintenance. Donc l'idée, c'est vraiment de bosser les deux. Après, il faut toujours aussi mettre les priorités. Donc peut-être faire des cycles où tu dis, ah, je vais vraiment progresser à fond sur ma one arm en gardant peut-être faire du 80-20 et en mettant peut-être encore un peu au moins des basiques de tirage horizontal qui vont t'assurer une progression sur le long terme, comme des front lever row ou des trucs comme ça et garder un peu de straight arm, hein, toujours peut-être faire un peu de front pull. Mais tu vois, tu cherches pas forcément à progresser dessus, mais tu maintiens un peu ta force et tu progresses à fond sur tes verticaux. Et donc plus tard, d'office que le transfert sera là. Donc voilà, il faut essayer d'avoir toujours une. C'est pour ça que ce qu'on dit chaque fois, garder du vertical, horizontal, c'est intéressant dans nos programmes. Mais parfois, tu peux essayer de mettre des priorités, surtout quand plus tu avancé. Quand tu es débutant, en général, on peut mettre vraiment tous les mouvements ensemble quasiment et progresser surtout en simultané. Une fois qu'on a avancé, il faut passer un peu à des concepts où tu mets un peu des maintenances. Parfois même en termes de mouvements opposés, donc par exemple le front et la planche. Parfois, il faut se dire, je focus beaucoup plus la planche. Je mets même le front, quasiment les tirages en stand-by, presque au stand-by, mais en mode maintenance pour aller grappiller un peu les derniers progrès qui nous manquent sur certains moves, puis revenir après. Donc il y a tous des notions de cycle plus en avancé. Donc voilà. En fait, je pense que si vous progressez en one-arm chin-up, mais que vos progrès en one-arm chin-up sont basés sur vos progrès en flexion de coude, c'est-à-dire vous savez améliorer le volume et la force de vos biceps, et que vos progrès en one-arm chin s'appuient sur ça, il n'y a pas trop de chances que ça fasse également progresser votre front lever. Cependant, parce que le front lever ne sollicite pas du tout les biceps en fait. Alors que si vous progressez en one-arm chin-up parce que, entre autres, votre grand dorsal est devenu plus fort, et ben, il y a des chances que vos gains de force, globalement, isolément du grand dorsal, vous permettent de progresser également en front lever. Ah, clairement. Ça, deuxième question, il y a marqué 1A, c'est une question qui va un petit peu avec la première, parce que ça reste sur la one-arm chin-up, et je ne sais pas trop pourquoi il nous demande ça, mais bon, ça doit être parce que c'est un air de l'entraînement comme nous. Il demande la one-arm chin-up, exercice unilatéral, chaîne cinétique fermée, point d'interrogation. Alors, on va définir déjà ce qu'est un exercice en chaîne cinétique fermée ou un exercice en chaîne cinétique ouverte. Alors, lors d'un exercice, si l'extrémité des membres qui travaillent est libre, c'est un exercice à chaîne ouverte. Exemple, au développé couché, on travaille les membres supérieurs. L'extrémité des membres supérieurs qui travaillent, c'est donc les mains. Les mains au développé couché sont mobiles, elles ne sont pas fixes. C'est un exercice en chaîne cinétique ouverte. Au contraire, les pompes sont un exercice de chaîne cinétique fermée, car l'extrémité des membres qui travaillent, c'est-à-dire ici les mains, parce que c'est un exercice principalement des membres supérieurs, est fixe. Donc c'est un exercice en chaîne cinétique fermée. Alors la one-arm chin-up, bon, c'est un exercice de membres supérieurs. Il y a une main, certes, qui est fixe et une autre main qui est en quelque sorte mobile, hein, qui est libre. Donc ça resterait quand même plutôt un exercice de chaîne cinétique fermée, parce que ce qui nous intéresse, c'est le bras qui est accroché à la barre ou à l'anneau. C'est plutôt un exercice de chaîne cinétique fermée. Mais je sais qu'on dit parfois également pour certains exercices unilatéraux, comme par exemple une frappe au football, que c'est un exercice en chaîne cinétique semi-fermée ou semi-ouverte, parce que oui, il y a un bras qui est fixe et il y a un bras qui est libre.
Et oui, c'est pour le coup un exercice en chaîne dynamique, fermé ou semi-fermé et unilatéral, bien sûr. La traction à un bras, ça se fait à un bras. Et l'autre bras, il sert pour l'équilibre le plus souvent. Ouais, donc c'est plutôt. Voilà, c'est ta question, on peut dire oui, quoi. Oui, Ça- oui, la c'est ça. réponse oui. Il nous Et demande ensuite, après, il y a peut-être beaucoup de. t'as fini? Ouais. Je dirais, bah, il y a un peu plus de notions d'équilibre qu'avec des tractions normales, quoi. Donc, il y a tout ce qui est utiliser l'autre bras. Donc, chaque fois, utiliser un peu le centre de. Par exemple, mettre le bras au-dessus de la barre ou avancer vraiment ton bras pour avancer ton centre de masse. Contrairement à des tractions où tu cherches parfois juste à faire la rétraction, être un peu en arrière. Là, parfois, c'est un peu l'inverse. On essaye de vraiment enrouler le bras et jouer avec son centre de gravité. Enfin, c'est plus au niveau de la technique. Et vraiment bien aussi, à chaque fois, engager la scapula pour déjà gagner de la hauteur avant de pouler, donc avant de tirer. C'est encore plus important pour la one arm que pour les tractions normales. Donc voilà. Et il a une dernière question qui est: que pensez-vous des finishers à la fin d'une séance? Style 5x3 muscle up, 25 dips, 10 pull-up, 30 pompes. Alors ça, c'est une routine, un type de routine assez classique dans le set on rep, donc démocratisé par Hannibal Forking, les Bar Brothers, etc. Donc il nous demande ce qu'on pense d'un finisher basé sur des muscle up, des dips, des pull-up, des pompes, donc des basics, plutôt en série longue et potentiellement réalisé sous forme de circuit. Ouais. Moi, je pense que c'est pas mal intéressant, hein. Donc, quand on fait une planif un peu normale et qu'on a toujours des objectifs un peu de certaines reps, puis même, parfois, ça peut être des objectifs, hein. Certaines personnes veulent réussir à faire ce finisher-là à base de 10 muscle-up. Ça, c'est un peu des performances qu'on cherche à avoir. En général, en donnant plus fort sur tous les autres mouvements, on va réussir à être plus fort là-dessus. Mais après, il faut quand même garder des notions de spécificité, garder un peu d'endurance musculaire. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. J'ai déjà implémenté ça dans des programmes. Et pour moi-même, en fin de séance, je le faisais. J'avais déjà fait le taf avant, donc tu es sûr que tu as progressé sur ce qui a été avant. Puis c'est aussi une bonne manière de voir toi-même tes progrès. Donc si tu arrives à progresser sur tes finishers et sur tes exercices en début de séance, c'est pas mal. Après, bah, de nouveau, ça va peut-être impacter ta récupération. Ça va peut-être être un peu too much. Donc voilà, ici tu mettais 3 séries de ce type de finisher. Non, 5 séries. Moi, j'en ferais peut-être que une, voire deux. Peut-être au fur et à mesure des semaines, augmenter un petit peu. Puis voilà, en fonction vraiment de tes objectifs, si tu veux faire vraiment être bon à certaines reps, tu peux l'incorporer ou pas. Après, voilà, si tu fais par exemple une séance où tu veux avoir tes one arm chin-up, si tu as envie de bosser à fond ta one arm chin-up et ton front lever, je pense que Benny, tu ne devrais pas utiliser ce genre de routine, peut-être plus travailler sur des patterns spécifiques à la one arm et au front, comme des scapula pull-up, plus faire de l'assistance dans ce style, plutôt que utiliser des finishers comme assistance. Après, je pense que si on s'habitue vraiment à en faire régulièrement, ça ne demandera pas beaucoup de récupération. On sait même que des personnes en font pour leur jour off, tu vas faire un peu de certaines reps au parc le jour off. Si tu es vraiment un mordu d'entraînement et que tu kiffes t'entraîner un maximum, je pense qu'il y a moyen de s'habituer à ce genre d'effort. Après, est-ce que ça sera utile? Ça, je ne sais pas trop. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Morgan. Euh, si là, Alexander a des objectifs d'endurance, comme tu l'as dit, oui, ça peut être possible ça peut être possible d'intégrer ça en fin de séance. Et s'il a aussi des objectifs de force, comme on l'imagine, puisqu'il nous a posé des questions sur le front et la one chin-up, s'il y a bien un moment où travailler l'endurance, c'est après le travail de force plutôt que l'inverse. Donc, s'il a des objectifs d'endurance, si ça l'amuse de faire ce genre de routine, ouais, c'est plutôt à caler en fin de séance. Cependant, comme Alexandre l'a dit, ça a toujours un coût de récupération. Et choisir de réaliser certains exercices, c'est aussi choisir de ne pas réaliser d'autres, parce qu'il n'y a pas le temps de tout faire, et il n'y a surtout pas les capacités de récupération pour tout faire. Donc, s'il réalise ce type de finisher en fin de séance, c'est aussi sacrifier, oui, des scapula pull-up, c'est aussi scapuler. Putain, c'est aussi. euh, Qu'est-ce que je voulais dire? C'est aussi. Attends, c'était pas le mot que je cherchais? Sacrifier, voilà. Sacrifier Voilà, donc, l'assistance, si, scapuler. s'il réalise.
C'est terrible, putain. Donc, s'il choisit de réaliser ce type de finisher, il sacrifie des scapula, il sacrifie des scapula pull-up et il sacrifie aussi, par exemple, du front des curls qui seraient bénéfiques à sa one arm chin-up. Et je pense qu'on l'a réalisé des séries d'endurance, de muscle-up, de pull-up, de dips de pompe. Ça va pas l'aider beaucoup à améliorer sa one arm chin-up, alors que réaliser ne serait-ce que 2 à 3 séries de curls bien réalisées et sur lesquelles il progresse sur le long terme, ça l'aidera bien plus à avoir sa one arm chin-up. Mais bon, il est OK avec le fait d'avoir sa one arm chin-up en 8 mois plutôt que de l'avoir en 6 mois, disons, il peut se permettre de travailler des choses annexes comme là son finisher en fin de séance. Et c'est toujours bien, je pense, d'avoir avant tout un training qu'on apprécie, parce qu'il ne tiendra pas sur le long terme si il a le training optimal, mais qui n'est pas quelque chose qu'il aime. Donc si réaliser son finisher en fin de séance, c'est quelque chose qu'il aime et qui lui permet d'avoir une bonne adhésion, plutôt peut-être, à son entraînement, c'est bénéfique, parce que ça va le faire tenir sur le long terme, et ça va l'amener à sa one arm chin-up, parce qu'il sera heureux d'aller s'entraîner. Alors que si il est frustré parce qu'il ne peut pas réaliser son finisher en fin de séance et que c'est quelque chose qu'il aime, et bien dans ce cas-là, il mettra peut-être moins d'efforts dans le reste de ses séances, sera moins motivé à aller s'entraîner, etc. Clairement. Moi, je voulais rajouter aussi, c'est un peu comme on étudie parfois ça dans l'endurance, sur la récupération, sur le cardio et des trucs comme ça. Faire des exercices de musculation avec des intensités comme 40% de ARM, et tu fais des petits conditioning comme ça en fin de séance, voir un petit peu les impacts de la récupération. Et en général, tu récupères pas vraiment mieux, avec ça, par rapport à, par exemple, si tu as le choix entre faire un petit, plus pour le membre inférieur, ça a été plus étudié là-dessus sur des powerlifters ou quoi, mais il récupérait mieux en faisant, par exemple, 30 minutes de vélo continu qu'un circuit training de squat, de soulevé de terre et de choses comme ça, même avec des intensités de 30% par exemple. Donc après, même à 30%, il récupérait moins bien, mais ça ne montrait pas qu'il récupérait pas et qu'il performait pas. Donc ils ont quand même réussi à progresser le long du programme. Donc voilà, au final, je pense que ça n'a pas trop impacté la récupération si ces volumes, si ces intensités d'exercice correspondent plus à des intensités comme du 40% de rep max ou des choses comme ça. Donc voilà. Ça pourrait être, ça sera justement, si tu fais des études, ça pourrait être intéressant de voir un peu. Tu compares un groupe qui s'entraîne avec une séance type et un groupe qui s'entraîne avec une séance type plus ce volume-là, et l'autre peut-être qui fait de l'assistance ou quoi à la place, et voir après 4-5 semaines quelles sont les performances qui seront qui vont arriver par exemple. Moi je pense qu'ils seront meilleurs en endurance max, enfin, sur une rep donnée, enfin sur une charge donnée ou autre, mais en RM, peut-être pas. Donc, il faudrait voir. C'est une belle question. Alexander qui va pouvoir mener des études pour savoir exactement lui personnellement comment s'entraîner. On teste. C'est génial. Ouais, ça serait bien, franchement, pour la communauté du calisthenics, si on peut faire plein d'études comme ça serait. Il y a beaucoup trop de choses à faire là. On en a jusqu'à 2120 là. Beaucoup trop de sujets à traiter. Il faut rattraper le retard qu'on a sur le powerlifting et les muscu. Ouais, là, il y en a un peu trop de retard là. Allez, ouais, je pense qu'on a fait le tour. C'est tout pour ce podcast. Ouais, on a fait quoi? On a parlé de l'étude sur les tractions. Donc le lien sera en description. On a traité une routine qui avait beaucoup de volume, encore une fois. Et on a traité les deux questions, enfin 2 questions et demie d'Alexander, là, donc, qui, on le répète, était aussi un des expérimentateurs de l'expérience sur les straps aux tractions. C'est tout pour ce 11e épisode du Calisthenics Science Podcast. Et on vous dit à très bientôt pour le 2e épisode qui sera normalement une interview. On vous laisse les mystères. Ah, Salut. Salut les gars.